Public Sénat, avec le concours de Pleinchamp.com et Agrica Prévoyance, présente Salon ouvert. Bonjour à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition spéciale, toujours au cœur du 55e Salon international de l'agriculture. Pendant 4 jours, Public Sénat se mobilise pour vous faire vivre cet événement qui attire bien toujours plus de visiteurs chaque année. Pour m'accompagner tout au long de cette émission, on retrouvera également Tam Tranui pour nous faire vivre les coulisses de ce salon et Saveria Rojek également. Aujourd'hui, on va parler de cette guerre des prix qui fait rage entre agriculteurs, producteurs, transformateurs, mais aussi distributeurs. Emmanuel Macron promet d'y mettre fin avec une loi. Elle est issue, vous le savez, des États généraux de l'alimentation. L'objectif, il est simple, faire vivre les agriculteurs de leur travail en leur permettant de bénéficier d'un prix juste. Comment partager cette valeur de façon équilibrée au sein de la chaîne agroalimentaire, alors que je le rappelle, eh bien, un agriculteur sur 3 gagne toujours moins de 350 € par mois. Voilà les questions auxquelles nous allons tenter de répondre au cours de cette émission. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Olivier Andro, qui va nous retrouver dans un instant, qui est en charge de l'alimentation à l'UFC Que Choisir. Nous allons en parler avec Thierry Roquefeuille. Bonjour, vous êtes le président du CNIEL, c'est le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière. L'objectif, c'est de faciliter les relations entre les producteurs et les transformateurs. Merci d'être avec nous. Pierre Priolet, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un ancien producteur de pommes. Vous êtes l'auteur de ce livre, Les fruits de ma colère, plaidoyer pour un monde paysan, qu'on assassine aux éditions Robert Laffont. Vous êtes à présent cofondateur de C'est Juste. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. Sur ce plateau également, Michel Prug, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de COP France. J'accueille également Michel Raison. Bonjour, monsieur. Vous êtes sénateur Les Républicains de la Haute-Saône. Et puis, Philippe Chalmin, bonjour. Vous êtes le président de l'Observatoire des prix et des marges. On le voit, Emmanuel Macron entend avec cette loi changer complètement de paradigme. Il veut modifier la contractualisation. Désormais, ce seront aux producteurs de fixer les prix. Est-ce que ça va suffire, cette loi, Thierry Roquefeuille, pour changer les comportements ? Oui, je crois que le président de la République, dans son discours à Rungis, a remis le cadre dans lequel il voulait que les filières s'organisent. Donc c'est dans cet état d'esprit qu'au niveau de la filière laitière, nous avons mis un plan de filière. Donc remettre le producteur à la base de toute la chaîne de valeur. Donc la chaîne de valeur qui va du producteur au consommateur, chez nous en France, mais aussi du producteur aux consommateurs européens et internationaux, puisque la filière laitière, c'est aussi 40% de l'exportation. Pierre Priolet, quel regard portez-vous sur cette loi, vous qui avez finalement choisi une autre voie ? Disons qu'aujourd'hui, on peut affirmer que les intentions sont bonnes, la réalité du marché est autre, c'est-à-dire que l'Europe nous a forcés à nous regrouper pour obtenir des aides. Le problème, c'est qu'on remplit nos frigos de marchandises sans prix et que face à nous, nous avons des tonnes de marchandises et 7 acheteurs. Si Emmanuel Macron, si le président arrive à remettre de l'ordre dans le poulailler, ça sera très difficile parce qu'en fait, la grande distribution n'est que le bras armé du consommateur qui, lui, ne veut pas payer. Donc globalement, je crois qu'il faut un grand travail de pédagogie pour faire comprendre aux consommateurs que c'est de sa responsabilité de voir la filière agricole enfin se porter bien et être respectée aussi bien dans sa qualité que dans les produits qu'on lui offre à manger. C'est tout l'enjeu, effectivement. Michel Prug, comment voyez-vous cette loi ? Est-ce que ça va réellement modifier les comportements aussi bien des distributeurs, mais aussi des consommateurs ? Je crois qu'effectivement, on va parler d'un problème économique, mais on a un problème de comportement. Le fait de consommer déjà des productions agricoles proches de l'endroit où on vit est une première démarche citoyenne. Le deuxième aspect est sur la réalité des prix de revient de notre production agricole. Et là-dedans, il y a 2 effets. Il y a le fait effectivement de répercuter nos prix jusqu'au consommateur, mais il y a également le fait que l'on ait la compétitivité nécessaire, c'est-à-dire que l'on soit capable de produire à des coûts qui ne soient pas en distorsion avec les importations que l'on subit ou autres. Donc on voit bien qu'on a un double travail à faire.
écouter la société sur ce qu'elle veut aujourd'hui et pour demain, adapter nos agriculteurs sur leurs conditions de production et sur, je dirais, leur compétitivité par les prix de revient, mais également au travers de la société pour qu'elle accepte de payer les produits à leur juste prix. Et nos intermédiaires ou nos partenaires, parce qu'on est dans du commerce, nos partenaires qui sont la grande distribution, la restauration au foyer, l'exportation, c'est un peu différent. Il faut qu'ils soient dans la même démarche et pas uniquement sur le temps court, mais sur le temps long. Alors avant de nous faire réagir, Michel Raison, on va retrouver, parce que vous le savez, c'est le principe de cette émission, Tam Tranui. Elle est auprès d'un producteur, transformateur du Finistère, Michel Kerangueven. C'est à vous, Tam. Et oui, effectivement, Delphine, je suis avec Michel Kerangueven, qui est à la fois éleveur de Port de l'Ouest. Vous le transformez également et puis vous le vendez sur les marchés. Tout cela, c'est un choix que vous avez fait il y a déjà plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, mais c'est un choix contraint parce que vous aviez commencé comme éleveur conventionnel. Oui, tout à fait. C'est une question économique en fait. Il faut se remettre en cause pour garder son métier et faire évoluer son métier. Donc je me suis rendu compte aussi que c'était enrichissant de faire la charcuterie puisque c'est passionnant, les recettes charcutières. Et après, c'est le contact avec le consommateur. Un lien fort qu'on entretient toutes les semaines avec le consommateur. Et en fait, on arrive à répondre aux besoins des gens. Et c'est comme ça qu'on construit une agriculture proche des consommateurs. Quand vous aviez commencé votre activité, vous aviez une vingtaine d'années, vous étiez éleveur conventionnel, mais vous ne vous en sortiez pas financièrement. C'est pour ça que vous avez choisi de changer votre activité? Oui, j'ai fait évoluer mon métier en fait, voilà, c'est ça. Bon, c'est pas évident parce que c'est une remise en cause importante le métier, on dit un métier, mais c'est aussi une passion d'être agriculteur. C'est toute une vie, quoi. Et la famille et le professionnel sont mélangés. Et c'est très difficile de se dire qu'on doit arrêter. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes, justement. Et après, maintenant, c'est à chacun de s'adapter. Parce qu'en fait, la solution, elle viendra d'en bas, elle ne viendra pas d'en haut. Oui, alors justement, aujourd'hui, vous avez réussi à vous adapter. Vous arrivez à vous payer. Vous êtes combien sur votre exploitation et à peu près quel niveau de salaire vous arrivez à obtenir? Et est-ce que votre situation est bien meilleure que celle que vous aviez auparavant? Aujourd'hui, je suis dans la transmission. J'ai la chance que j'ai un de mes enfants qui est venu avec moi. On a fait un GAEC. GAEC, c'est une société agricole. Donc, et j'ai mon deuxième fils qui vient aussi. Donc on diversifie les productions parce qu'il n'y a pas que le cochon, il y a aussi des vaches laitières. On a aussi planté un verger à cidre. Donc tout ça, c'est la ferme, quoi. Parce que la ferme, c'est pas la spécialisation. Et si par exemple, on s'oriente sur une production, c'est qu'on sait qu'il y a un marché qui est porteur et qui a, au bout du compte, un revenu décent pour tout le monde. Et ce revenu décent, aujourd'hui, vous gagnez combien à peu près? On est au-dessus du SMIC et disons que c'est aussi une qualité de vie. Alors la qualité de vie, quel est le prix qu'on met devant une qualité de vie? Merci beaucoup Michel Kerangueven pour toutes ces explications sur ce choix que vous avez fait déjà il y a plusieurs dizaines d'années pour être à la fois éleveur, transformateur et vendeur de vos produits. Merci à vous, Tam. Retour en plateau. Michel Raison, on voit la clé de la réussite de ce projet de loi. Pour peser dans les négociations avec les industriels, les agriculteurs doivent se regrouper. Est-ce qu'ils sont armés justement dans ces négociations? Alors, ce que je voudrais dire en préambule, c'est que le discours du président de la République, à mon avis, convient mieux pour une campagne électorale que pour la réalité des faits. Il faut qu'il fasse attention parce que lorsqu'on va mettre noir sur blanc ce texte et qu'on va en voir ou ne pas voir les conséquences positives, il risque d'y avoir des gens très déçus. Alors en effet, dans le texte,
Il y a 3 points principaux concernant l'économie. Sur le reste, c'est plutôt des contraintes qu'on vient encore additionner aux exploitations agricoles pour ceux qu'on fait attention, en particulier sur le plan environnemental. Donc attention, si on n'est pas compétitif par rapport à nos voisins, mais qu'on rajoute encore des boulets aux agriculteurs français, ça va se compliquer. Les leviers sont multiples. Il n'y a pas que la grande distribution qui est peut-être même qu'un petit levier. Les 2 points concernant la grande distribution me satisfont. C'est le seuil de revente à perte et c'est l'encadrement des promotions. J'ai été député en 2002, j'ai suivi tous les dossiers de relations commerciales. À chaque fois qu'on votait un texte, on n'avait encore pas levé la main que la grande distribution, en commençant par M. Leclerc, avait déjà trouvé la solution pour contourner la loi. Donc vous savez, le problème il devient beaucoup plus moral que législatif sur ce qui concerne la grande distribution. Concernant les filières, il n'y a pas une filière. La filière laitière, si on prend l'exemple de la filière laitière, elle est plutôt très organisée. Et on a des coopératives qui fonctionnent, on souhaiterait toujours qu'elles fonctionnent mieux qu'elles ne fonctionnent, mais enfin elles fonctionnent. La filière porc est plutôt pas mal organisée, la filière viande est plus désorganisée, puis on a beaucoup d'autres filières, comme celle des fruits et légumes. Et on a aussi le choix de producteurs, comme celui qu'on vient de voir, qui fait la transformation à la ferme. Donc il n'y a pas une seule réponse dans un beau discours, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais il faut aussi dire, et les responsables des producteurs de lait le savent, qu'il y a aussi un levier dans l'exploitation agricole. Donc dans la formation dans les lycées agricoles et les maisons familiales, parce qu'un producteur de lait du même âge, avec la même production, avec la même coopérative, le revenu va de 1 à 10. Donc on a aussi des leviers là, il faut avoir le courage de le dire. Philippe Chalmin, je rappelle que vous êtes le président de l'Observatoire des prix et des marges. Quel regard portez-vous sur cette loi? Est-ce qu'elle va permettre justement, eh bien c'est le thème de cette émission, de rémunérer à leur juste valeur les agriculteurs? Écoutez, je crois qu'il y a quand même une petite ambiguïté. Et il faut rappeler peut-être les racines du problème. Pendant des décennies, les prix agricoles en Europe étaient des prix administrés, fixés politiquement, à l'époque, vous vous en souvenez, chers amis, des marathons agricoles. Et donc, à la limite, le prix rémunérait l'agriculteur. Était-il un juste prix, un prix rémunérateur? Oui, il l'était quand même un petit peu, mais c'était un prix administré. La politique agricole commune de cette époque, elle est morte. Symboliquement, les derniers quotas ont disparu le 1er octobre dernier. Aujourd'hui, le prix, il se forme sur un marché. Et c'est non seulement le marché français, mais le marché européen et le marché mondial. Le prix du beurre et de la poudre que produit M. Roquefeuille, eh bien, c'est un prix qui se forme quelque part entre la Nouvelle-Zélande et l'Europe en fonction des intentions d'achat des Russes ou des Chinois. Ce prix-là, il n'est ni juste ni injuste, ni équitable ni inéquitable. Il constate simplement à un moment donné un équilibre entre l'offre et la demande. Et c'est bien ça le problème. C'est que en amont... Ça veut dire qu'il ne fallait pas avoir une approche franco-française lors de ces états généraux de l'alimentation? En amont, les prix agricoles aujourd'hui sont des prix instables, dépendants de la situation internationale, dépendant du climat, dépendant des modes de la consommation, tout ce que vous voudrez. Et là où nos amis ont raison, c'est qu'à l'aval, par contre, ce que nous suivons, nous, à l'Observatoire, ce sont des prix des grands produits de base alimentaire, ceux qui font le fond de votre caddie, le brick de lait UHT, le kilo de beurre, la tranche de jambon, le kilo de steak haché. Quand vous regardez sur la longue période, c'est d'une extraordinaire stabilité, voire même légèrement déclinant, parce qu'effectivement, il y a un certain climat de guerre des prix, entretenu, qu'on le veuille ou non, par la grande distribution. Et entre les deux, eh ben, vous avez tous les grincements qu'il peut y avoir entre industrie, grande distribution et l'agriculteur qui, lui, la plupart du temps, est soumis et prend de plein fouet maintenant cette instabilité. Pierre Priolet, vous n'avez pas l'air du tout d'accord avec ce que vous entendez. Non, ça c'est une analyse libérale absolue. C'est-à-dire qu'on regarde un produit, mais la manière de le faire, personne ne le voit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on dit les prix mondiaux. D'accord ? Un Bengali qui travaille à 10 € par jour et un Français qui travaille à 15 € de l'heure,
Effectivement, même un crétin peut comprendre qu'il y a une certaine différence de prix pour faire l'objet, quand on sait que 85% du prix d'un produit, c'est de la main-d'œuvre. Donc il y a un moment où l'État a un rôle de régulation. Soit on admet que c'est la guerre, auquel cas on arrête de parler des travailleurs détachés, des travailleurs machins. On dit, c'est un grand cirque mondial, tous les coups sont permis, exploitez au maximum les hommes, moyennant quoi vous aurez de la nourriture pas chère et tout va bien. Sauf que ceux qui disent ça, dans les pays là-bas, quand ils comparent leur salaire aussi en France par rapport à la même fonction dans le pays dont ils parlent, ils s'apercevront qu'ils vont toucher 100 fois moins que ce qu'ils touchent en France. Alors si vous voulez, on accepte de dépenser avec nos revenus français des productions agricoles produites par des gens qui sont sous-payés, voire mal payés, soit même souvent en esclavage, alors qu'en fait, nous, tout ce qu'on défend, c'est vivre dignement de notre métier, quel que soit le pays où on travaille. On n'est pas franco-français. Or, aujourd'hui, on est tellement libéral qu'on n'arrive plus à se dire « Est-il normal que pour avoir plus de rendement, je mette plus de pesticides? Est-il normal que je mette plus d'engrais? Est-il normal que je prenne le risque d'empoisonner la population que je suis censé nourrir uniquement par l'appât du gain? » Et c'est ça qu'il faut changer. Écoutez, arrêtez de sortir de ces caricatures. Mais oui, vous caricaturez. D'abord parce que sur le marché mondial, ce ne sont pas des petits bengalis que nous avons en face de nous. Le concurrent de M. Roquefeuille, c'est un producteur de lait néo-zélandais qui a le même niveau de vie qu'un producteur de lait breton. Bulgare à 10 €. Non, là nous sommes à l'intérieur de l'Europe, je vous le rappelle. Encore pire. Mais arrêtez de tomber là-dedans. Là où vous avez raison, c'est qu'effectivement, vous parlez du monde, malheureusement, d'hier. Le monde d'hier, c'était le monde de la politique agricole commune. Il se trouve, et demandez aux politiques, ils le savent, que cette politique agricole commune, elle a été balayée par un grand vent libéral, j'en conviens, par son incapacité à se réformer. On en a gardé des aides directes, heureusement. Je pense qu'on en parlera un petit peu. Mais pour le reste, pour le meilleur et pour le pire, j'en conviens avec vous, on est passé à une logique d'économie de marché. Michel Raison. Et je ne crois pas que l'on pourra revenir en arrière. C'est ça, vous avez raison, c'était peut-être mieux avant, mais je ne crois pas qu'aujourd'hui, on pourra recréer la politique agricole commune telle que nous l'avons connue dans les années 60. C'est le consommateur. Je voudrais dire trois choses. Ce qui a été balayé en matière de politique agricole commune, c'est en effet la régulation, en grande partie. Mais il reste quand même une partie de la politique agricole commune qu'il faut qu'on sauve, c'est celle qui justement aide les agriculteurs à pouvoir compenser ce prix mondial. On a quand même des aides qui sont soit directes, soit indirectes, mais elles existent. On a également des aides de compensation de handicaps naturels, que ce soit pour la montagne ou les zones défavorisées. Et c'est précieux. On a des aides pour que les agriculteurs puissent s'installer parce qu'on a des capitaux à rotation lente dans le métier d'agriculteur. Deuxième chose, on n'est pas obligé, et ça j'aime pas ça, qu'on dise ça, qu'on met de plus en plus de pesticides pour produire plus, c'est faux. Non, mais moi j'ai été agriculteur, je me suis installé en 1970. On produit mieux et plus aujourd'hui avec moitié de produits. En France, oui, en France. Oui, mais on fait des produits de qualité et on peut le valoriser. Et ça, c'est extrêmement important. Et le troisième point, c'est qu'on n'est quand même pas une île déserte, la France. On a forcément des échanges commerciaux à l'intérieur de l'Europe, mais à l'intérieur du monde aussi. Il y a une organisation mondiale du commerce qui est ce qu'elle est. Mais elle a au moins le bonheur d'exister, parce que s'il n'y avait pas cet arbitre international qu'est l'OMC, alors là je vous explique pas les dégâts. Donc il faut aussi rappeler ces choses-là, c'est la réalité. Je voudrais qu'on entende Olivier Andro, on ne vous a pas encore entendu dans ce débat, vous êtes chargé de l'alimentation à l'UFC Que Choisir. On a envie de connaître un petit peu la place du consommateur dans cette loi. Est-ce qu'il va falloir s'attendre à une baisse du pouvoir d'achat avec une augmentation des prix? Alors, avant de partir bien en tête sur le prix, j'aurais d'abord rappeler qu'est-ce que c'est que les États généraux de l'alimentation qui ont été lancés par le président Macron à l'été, avec pas seulement le prix, mais tous les axes qui constituent la qualité au sens large de l'alimentation. Donc avec des aspects qui touchent, on n'a pas du tout parlé, sur l'environnement, absolument,
la nutrition. Est-ce qu'on peut continuer avec une industrie agroalimentaire qui pour le moment nous fait une offre alimentaire qui est déséquilibrée par rapport à nos besoins nutritionnels? On a parlé également de qualité sanitaire, d'hygiène, de contrôle officiel. Comment est-ce qu'on fait pour éviter des scandales à répétition qu'on a eu tout récemment avec l'affaire Lactalis? Donc c'est tous ces éléments-là. Je voudrais rappeler qu'il y a quand même un grand nombre d'ateliers sur lesquels les parties prenantes se sont exprimées, ont formulé des propositions au gouvernement qui étaient particulièrement consensuelles, visiblement il y a une absence de consensus ce matin ici, mais je voudrais rappeler quand même qu'il y a des propositions consensuelles qui ont été formulées. Et ce que j'observe, c'est que sur les aspects environnement, nutrition, hygiène, il n'y a quasiment rien qui est contenu dans ce projet de loi. Première chose. Maintenant, s'agissant du prix, avant d'aller tout de suite droit au but sur le relèvement du seuil de vente à perte, puisque j'imagine que c'est là-dessus que tout le monde nous attend, je voudrais quand même rappeler qu'il y a des dispositions que nous avons soutenues, qui étaient unanimes dans le cadre de cette loi, qui sont le renforcement des conditions de négociation tarifaire entre l'amont agricole et puis ses clients, que sont l'industrie agroalimentaire et la grande distribution. Et ça, nous les avons soutenus. Il est très important que des dispositions aussi fondamentales que le fait de mentionner le prix de revient agricole soit mentionné dans les contrats. C'est important. Que la notion de prix abusivement bas soit également renforcée par rapport au cadre réglementaire précédent. C'est essentiel. Encore faut-il, je voudrais quand même le rappeler, il faudra qu'il y ait des contrôles de la part des services officiels de contrôle. Et je voudrais quand même vous rappeler qu'il y a eu une position malheureusement très ferme du ministre de l'économie qui nous a dit qu'il n'y aurait pas d'augmentation des effectifs de services de contrôle. Donc je voudrais quand même rappeler que ça, c'est quand même une difficulté. Et puis, deuxième chose, il faudra quand même que ces OP, ces organisations de producteurs qui seront à même de définir les prix de revient agricole, il faut qu'il y ait suffisamment d'acteurs agricoles qui constituent cette base et donc qui ait un regroupement. Et puis aussi, il faudra qu'il y ait une expertise. Voilà. Maintenant, effectivement, si vous voulez qu'on parle du seuil de revente à perte, écoutez, moi j'ai participé aux 2 ateliers qui ont discuté sur cette thématique. J'aurais quand même que tout le monde soit conscient autour de cette table que c'est quand même étonnant que cette mesure qui a été prise par les pouvoirs publics était visiblement décidée bien avant le lancement de ces débats et pendant toutes les discussions, alors même que nous étions plusieurs ONG à demander une modélisation de l'impact consumériste sur les consommateurs, il n'y a pas eu le moindre impact. L'impact, il vient de sortir, il est sorti la semaine dernière, estimation sur la base des chiffres officiels qui ont été présentés sur le site de l'Assemblée nationale, entre 1 milliard et 5 milliards d'euros. Voilà. Je trouve que c'est quand même un peu fort de café, sans le moindre impact démontré sur le revenu agricole. On va retrouver Saveria Rojek qui nous attend. Eh bien, vous êtes avec le directeur des achats du groupe Lidl, Saveria. Bonjour Michel Biron, merci de répondre à nos questions. La grande distribution est souvent mise sur la sellette, accusée d'essorer les producteurs, de faire payer les consommateurs. Que répondez-vous à ces critiques ? Écoutez, je pense que la meilleure des réponses, c'est notre présence au Salon de l'Agriculture, entouré de milliers d'éleveurs. Et on passe 9 jours avec eux et tout va bien. On est la seule enseigne aujourd'hui sur le Salon de l'Agriculture. On en est très très fiers. C'est la 4e année consécutive. Mais oui, il faut essayer en tout cas de sauver et d'aider le monde agricole qui va très très mal. Aujourd'hui, un éleveur laitier, les médias le répètent suffisamment souvent, il y a 40% des laitiers qui gagnent moins de 350 € par mois. Enfin, je ne sais pas si on est bien conscient de ça. Donc moi, je défends le Made in France. Si demain je veux continuer à faire du Made in France, il me faut des éleveurs français. Et donc il faut leur venir en aide très très rapidement. Mais justement, précisément, vous, la grande distribution, que faites-vous pour mieux rémunérer les producteurs ? Alors, chez Lidl, on a mis en place quelque chose il y a 4 ans quand on est arrivé au Salon de l'Agriculture en rencontrant le monde agricole qui a quelque part dérangé au départ. Parce que, bien évidemment, pendant des années, des décennies, le distributeur discute que avec l'industriel. Et finalement, qu'est-ce qui se passait ? L'éleveur était la variable d'ajustement et recevait les miettes. Aujourd'hui, la matière première, elle est chez l'éleveur, elle n'est pas chez l'industriel et encore moins chez moi. Donc il faut commencer par le coût de production de l'éleveur et remonter jusqu'au consommateur. Parce que le consommateur, vous en parliez tout à l'heure, je suis désolé,
il veut du Made in France et il est prêt à donner 2-3 centimes de plus parce qu'il ne demande pas à rouler en Porsche, il demande juste à vivre de leur métier. Très clairement, qu'est-ce que vous nous dites? Il faut court-circuiter les industriels. Elle est là la solution pour le juste prix? Je ne peux pas court-circuiter les industriels tout simplement parce que j'ai besoin de ces industriels pour me transformer, m'abattre les bêtes et les mettre en barquette ou dans une brique de lait. Donc j'en ai besoin. Par contre, il faut qu'on intègre les éleveurs dans la discussion. D'où les tripartites, 3. Donc j'intègre l'éleveur, je lui dis quel est le coût de production d'un kilo de porc, d'un litre de lait, 36 centimes le litre de lait, 35 centimes, 1,40 € le kilo de porc, et on va intégrer, on va s'engager à lui payer ce prix-là. Un mot rapidement sur le scandale Lactalis. Des distributeurs ont bien admis avoir remis en rayon des lots incriminés. Comment est-ce possible? Que répondez-vous à ça? Écoutez, je ne vais pas bien évidemment critiquer mes concurrents. Nous n'avons absolument pas été concernés dans le sens où nous ne vendons pas de lait de marque, d'accord, pas plus du lait de consommation, donc on n'a pas été touchés. Après, oui, c'est surprenant dans le sens où quand on fait un retrait, on appuie sur un bouton, on doit retirer. Un retrait est toujours la priorité absolue pour tout le monde, de la chef caissière, de la caissière jusqu'au chef de magasin, jusqu'à moi. Et donc c'est important. Maintenant, comment c'est arrivé, je ne vais pas répondre à leur place. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup Michel Biron, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, au revoir. Merci Saveria pour cette réaction. Michel Prug, est-ce que ça va modifier fondamentalement vos pratiques commerciales justement, cette nouvelle loi? Dans le débat qui s'est entouré sur ce plateau, on voit bien qu'on est parti de très loin. Politique agricole commune, mondialisation, OMC. Et le sujet qui intéresse, c'est le revenu de l'agriculteur et comment le consommateur se retrouve dans son assiette. Dans l'organisation économique, il y a les agriculteurs qui ont fait le choix de s'organiser en coopérative. Ils sont maîtres de leur destin. Moi, j'ai une exploitation agricole, je suis agriculteur, c'est pas parce que j'ai la cravate aujourd'hui. Nous faisons du label rouge sur nos volailles. Dans les Landes, nous faisons du bio, nous faisons de l'agriculture de conservation et nous avons fait le choix sur l'exploitation et mon épouse, mon fils, mes salariés, d'être dans une coopérative parce que individuellement, nous ne pouvons pas faire la transformation et aller jusqu'au marché, jusqu'au consommateur. Nous le faisons au travers de marques, mais derrière, quel est notre enjeu à nous? C'est bien la démarche qui est prônée, c'est de partir de nos prix de revient. Alors bien sûr, on ne peut pas les répercuter toujours en totalité tout le temps, mais ce que nous demandons, c'est que quand on joue l'identification des produits, la proximité, la partie nutritionnelle, c'est qu'elle soit reconnue et qu'on ne cherche pas à nous confronter en permanence avec des produits d'importation qui ne respecteraient pas les mêmes règles. Quand je dis cela, on nous dit, mais les distributeurs en particulier, mais nous y sommes là-dedans, nous faisons la montée en gamme. Mais la montée en gamme, nous, ça fait 40 ans qu'on l'a fait, la montée en gamme. Si ce n'est que ce que je demande, c'est quelle est la proportion de produits proposés aux consommateurs sur des éléments bien identifiés, quand on parle de la viande bovine par exemple, et quelle est la masse réelle consommée, et quelle est son origine, et quelles sont ses conditions de production. Et là-dessus, les états généraux de l'alimentation, moi en tant que président de COP de France, j'ai été très réservé pour aller signer cette charte, parce que comme beaucoup d'entre vous, je me suis dit ce sont des bonnes intentions, alors que le commerce, c'est de la dureté économique. Et les bonnes intentions, elles doivent se traduire derrière dans un projet de loi, et comme c'était dit, il ne faut pas que celui qui va être concerné ait déjà pu contourner la loi avant qu'elle ne soit signée. Le commerce, on a abordé ces sujets-là, mais c'est d'abord une adaptation de l'offre à la demande. La première valeur d'un produit, c'est l'adaptation de l'offre à la demande. Et nous parlons des EGA, mais nous oublions un morceau très important qui est le rôle de l'autorité de la concurrence et des règles de la concurrence qui empêchent les agriculteurs de s'organiser individuellement, collectivement, au travers de coopératives, pour adapter l'offre à la demande et ensuite permettre aux clients et au client final de comparer cette offre-là en termes de qualité intrinsèque de produits. Voilà, donc on est capable de démontrer dans nos coopératives, dans la sécurisation du revenu des agriculteurs, nous avons des systèmes mutualistes, nous avons des systèmes assurantiels, nous faisons jouer la solidarité, mais c'est une partie de l'agriculture. Thierry Roquefeuille, vous souhaitez réagir? Oui, moi je crois que le président de la République a eu au moins le défi à relever, a essayé de nous demander de relever un défi que nous avons relevé au niveau de la filière laitière, c'est-à-dire que d'une interprofession qui était avec les producteurs et les transformateurs, nous sommes sortis des États généraux avec une interprofession qui va mettre autour de la table les distributeurs, qui va discuter avec les consommateurs, avec les ONG, et nous allons bâtir dans les mois à venir, dans les années à venir, une filière où tout le monde va se parler pour savoir
effectivement, que voulons-nous faire? Et ce qui est sorti des États généraux, c'était bien l'analyse unanime de le revenu des producteurs tel qu'il est aujourd'hui n'est plus acceptable. Donc de ce résultat des États généraux, nous devons bâtir à travers le projet de loi, mais aussi dans la durée. Et la durée, ça sera bien sûr à travers la filière et à travers l'interprofession que nous arriverons à se parler et nous arriverons à démontrer que des consommateurs aujourd'hui déjà nous demandent de faire vivre des produits de qualité. Et c'est le consommateur le premier qui demande aujourd'hui d'avoir un juste prix pour pouvoir avoir un revenu au niveau des éleveurs. Donc je crois que les démarches nous ont permis d'aller dans ce sens. La société bouge et cette société qui bouge nous demande aujourd'hui plus de qualité, plus de traçabilité. Et cet objectif-là, nous le partageons et nous le mettons en œuvre. Donc, effectivement, tout ne sera pas décidé et mis en œuvre dans 2 mois, dans 3 mois, mais dans la durée, c'est l'objectif que nous fixons. Donc cet objectif-là, il est clair pour tous, donc avec toutes les difficultés qui ont été énoncées là, mais je crois que si nous voulons vraiment avancer dans l'intérêt des éleveurs et l'intérêt de la filière, nous devons faire perdurer cet état d'esprit et prendre en compte, je crois, l'intérêt aussi des consommateurs. Je crois qu'au final, les produits laitiers sont consommés par les consommateurs. Alors on va continuer de vous faire vivre ce salon puisqu'on retrouve à présent Tam Tranui avec Mathieu Mekel. Vous êtes le directeur des achats et des filières pour Fleury-Mérogis. C'est à vous, Tam. Oui, effectivement, Mathieu Mekel, donc directeur des filières et des achats chez Fleury-Michon. Déjà, quel est votre métier? Comment se déroule-t-il et à quel prix achetez-vous le porc? Il y a différents prix selon les parties du porc que vous achetez. Tout à fait. Donc Fleury-Michon, c'est une entreprise familiale basée en Vendée qui a 3 métiers. Le métier de la charcuterie, le plat cuisiné et le surimi. Donc on transforme évidemment une partie des pièces du porc, le jambon, la longe. Le métier de Fleury-Michon, c'est le projet d'entreprise est d'aider les hommes à manger mieux. Donc notre métier est plutôt d'aller chercher des filières de qualité. Et effectivement, en fonction des cahiers des charges, on a par exemple la filière GEM. On a des prix d'achat qui sont différents, mais notre métier est bien d'essayer d'aller valoriser le travail des agriculteurs au travers de nos produits finis. Cette filière, qu'est-ce que vous en attendez, cette filière GEM? De quoi s'agit-il exactement et est-ce que ça permet de mieux valoriser les prix pour les producteurs de porc? Donc c'est une filière que nous avons mis en place avec un partenaire de l'amont il y a un peu plus de 2 ans maintenant. C'est une filière qui profite d'animaux qui ont été élevés sans antibiotiques après 42 jours, sans OGM, et qui intègre dans le cahier des charges un certain nombre d'éléments permettant d'améliorer le bien-être animal, l'alimentation est française, etc. Donc ça, c'est une filière qui permet de mieux répondre aux attentes des consommateurs, donc qui permet d'avoir une meilleure valorisation du produit fini, et donc on reverse 7,50 € par porc aux éleveurs qui sont partenaires, aux 51 éleveurs qui sont aujourd'hui partenaires de la filière. Quelle est la part de porc français dans le porc que vous utilisez et quelle est la part de porc à l'étranger alors que l'on entend un certain nombre d'inquiétudes d'éleveurs par rapport à divers accords de libre-échange qui sont conclus actuellement, notamment le Mercosur? Aujourd'hui, on achète majoritairement en France. Il y a certaines filières comme la filière bio, par exemple, où on a énormément de difficultés à trouver des porcs en France. On est engagé dans des démarches chez Fleury-Michon pour essayer de créer des filières porcines bio en France. On vient de créer une structure pour ça, pour essayer d'accompagner les éleveurs. Et notre principale difficulté, c'est qu'effectivement, sur certaines qualités et cahiers des charges, on a du mal à trouver assez de matières premières en France. Vous avez établi ce que vous appelez le manifeste pour le manger mieux. Vous avez interrogé notamment des éleveurs, mais aussi tous les acteurs de la filière. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le manger mieux, il y a la juste rétribution des agriculteurs? Alors ça fait évidemment partie des problématiques. Je vous parlais de la filière GEM, c'est un peu un sujet emblématique pour nous, puisqu'effectivement on a intégré dans le cahier des charges les contraintes de prix, intégrer le prix de revient des éleveurs et des plus-values leur permettant d'investir et de développer la filière. Donc c'est des sujets qui sont au cœur de nos préoccupations. On essaie toujours de trouver la juste rémunération parce qu'on a besoin de fournisseurs évidemment qui investissent et qui sont capables de nous accompagner dans la durée. Qu'est-ce que vous attendez du futur projet de loi du gouvernement sur l'alimentation et que pensez-vous de la partie de la démarche du ministre de l'Agriculture qui veut aussi empêcher un certain nombre de promotions excessives? Est-ce qu'il ne faut pas aussi que le consommateur paye le juste prix pour rémunérer tout le monde? Alors nous, c'est comme je vous disais, c'est des démarches filières, c'est les sujets sur lesquels nous sommes engagés. Nous avons participé aux OGA en tant qu'entreprise parce que c'est notre cœur de métier, notre savoir-faire de travailler
en filière avec l'ensemble des parties prenantes. Et donc notre souhait, c'est qu'effectivement l'ensemble des maillons de la filière puissent avoir un niveau de rémunération juste qui permette à chacun d'évoluer et d'améliorer techniquement la production et de répondre toujours plus aux attentes des consommateurs. La promotion fait partie des attentes prix des consommateurs, mais chaque chose a un prix. Effectivement, le bio aujourd'hui coûte plus cher parce que c'est une exigence supérieure. Et nous pensons, nous, chez Fermichon, qu'on peut sortir par le haut et que pour ça, il faut effectivement que le consommateur paye un juste coût lié à la production afférente. Merci beaucoup Mathieu Meckel pour toutes vos explications. Je rappelle que vous êtes donc directeur des achats et des filières chez Fleury Michon. Merci à vous Tam pour ce nouveau témoignage. On continue le débat en plateau. Il est animé. Olivier Andron, Tam est en train de lui parler de cette question de l'encadrement des promotions. Quelle est la position de l'UFC? Que choisir justement sur cette disposition législative à venir? Alors, nous, on s'est assez peu exprimé sur l'encadrement des promotions. Nous c'était vraiment sur le relèvement du seuil de vente à perte sur lequel on voyait un impact inflationniste direct pour le consommateur. Et la modélisation qui a été publiée récemment le démontre. S'agissant de l'encadrement des promotions, finalement, comme pour le seuil de vente à perte, j'aurais rappelé à tous les gens qui sont autour de la table ou qui sont autour de nous, devant leur télévision, c'est qu'il n'y a aucun mécanisme qui prévoit de répercuter les sommes qui seraient prélevées chez les consommateurs pour le répercuter au niveau agricole ou au niveau industriel. Aucun mécanisme n'est prévu. Et étant donné que vous avez toujours le même rapport d'acteurs, chaque acteur dans la négociation commerciale veut essayer de capter le maximum de marge, c'est comme ça. Je ne vois pas comment ce jeu d'acteurs changerait et par quel miracle la grande distribution, cet argent pris sur le dos des consommateurs, elle le donnerait à l'industrie et comment l'industrie le donnerait au niveau des éleveurs. C'est pas là que va se former le revenu agricole. En revanche, je voudrais revenir sur quelque chose qu'a dit M. Prug, que je trouve extrêmement positif, parce que alors qu'on entend en permanence l'information selon laquelle les consommateurs voudraient manger le moins cher possible et auraient un impact direct sur le revenu des agriculteurs, il faut quand même rappeler que c'est pas les consommateurs qui décident de la formation des prix, c'est quand même bien la grande distribution, c'est le commerce qui distribue. En revanche, il y a effectivement une volonté des consommateurs d'avoir plus de transparence, d'information sur l'origine des produits. Tous les sondages au niveau européen et nationaux le montrent. En revanche, je voudrais quand même vous dire que le diable se niche dans les détails. Il y a une expérimentation fondamentale qui est en train de se passer actuellement au niveau français, une obligation d'indication de l'origine de la viande et du lait. C'est très bien. Nous l'avons demandé, toutes les associations de consommateurs européennes, aux côtés des professions agricoles. Nous l'avons obtenu. Sauf que, je voudrais vous rappeler qu'il y a toujours la possibilité pour certains industriels de mentionner quelque chose d'aussi peu informatif et d'aussi opaque que origine du lait ou de la viande, UE/non-UE. J'appelais ça de la transparence. Pierre Priolet, pardon. Oui, tout simplement, je crois qu'il faut quand même dire aux gens qu'il n'y a pas une agriculture. Il y a des agricultures et des problèmes qui n'ont rien à voir les uns aux autres. Et autant les importances de filières qui sont importantes pour le lait, pour la viande, où les gens sont assez maltraités malgré tout dans le fond, on s'aperçoit que aussi bien le vin, aussi bien les fruits et légumes, aussi bien d'autres parties de l'agriculture n'ont pas forcément les mêmes problèmes. Parce que nous, agriculteurs, notre seul partenaire, c'est le consommateur. Nous, on est des nourriciers. On doit s'adapter à ce que demandent les consommateurs. Et je crois qu'aujourd'hui, les consommateurs n'ont jamais été aussi attentifs qu'à ce qu'ils mangent. Ils nous demandent des comptes sur comment on traite les produits. Ensuite, on est quand même des gens qui sommes non rémunérés pour l'entretien d'une nature. On ne nous reconnaît que le prix du produit à faire. On ne nous reconnaît pas encore la prestation dans l'environnement global du pays. Et ça, c'est une notion aujourd'hui qu'on a du mal à intégrer parce que le prix agricole, c'est pas planter une plante, c'est toutes les incidences que mon acte d'agriculteur va avoir dans la chaîne de l'environnement. L'eau, la nature, les sols. Produire bio sur un sol mort, quel est l'intérêt? Et toutes ces questions-là aujourd'hui, le consommateur nous demande des comptes et c'est là qu'on doit aujourd'hui nous être performants pour pouvoir arriver à faire l'équilibre. Merci Pierre Priolet. On va voir que vous avez certainement inspiré d'autres agriculteurs qui se sont lancés eux-mêmes dans leur propre supermarché. C'est le cas à Colmar, en Alsace, quand les agriculteurs montent leur propre hypermarché. C'est un reportage de Jérôme Rabier. Denis Digel est maraîcher à Célestat dans le Bas-Rhin. En plein air ou dans ses serres, il cultive plus de 70 variétés de légumes, une passion dont il a fait son métier dans la tradition familiale.
Donc on est sous mon exploitation, une dizaine d'hectares, 5 salariés, donc une exploitation familiale depuis très longtemps. À la tête de sa coopérative, il est, comme beaucoup de confrères, inquiet pour l'avenir de la ferme France. Dans un marché de plus en plus mondialisé, il défend la place des producteurs français. Et finalement, il en faudra toujours encore des agriculteurs pour nourrir nos congénères, nos concitoyens et nous-mêmes aussi. Donc voilà, mettre tout en œuvre pour que demain, il y ait encore des agriculteurs qui fassent du légume sur notre commune et ailleurs, c'est très important. Pour maintenir cette activité, il mise sur la diversité de produits, mais aussi dans ses débouchés. Et si 60% de sa production est toujours destinée à la grande distribution, il réserve désormais le reste à la vente directe, notamment un supermarché qu'il a ouvert avec d'autres producteurs. Donc c'est ce qu'on prépare, ce qu'on exploite, ce qu'on sort de nos champs ou de nos frigos pour ce qui est du serré, ça se stocke au frigo, et qu'on prépare pour nos clients, mais aussi pour un client particulier qui est nous-mêmes, qui est le magasin qu'on a à Colmar. Car il y a un an, Didier Digel s'est lancé dans une opération un peu folle. Si d'extérieur, ce local situé à Colmar ressemble à un supermarché classique, à l'intérieur, ce sont uniquement des produits locaux qui sont présentés. Et on retrouve dans les rayons les produits issus de la ferme maraîchère de Denis Digel. J'avais envie de monter un projet, ça fait 4-5 ans que je travaille sur le dossier, que j'avais envie de créer un magasin de producteurs en collectif, parce que j'ai toujours fait des choses collectivement, de créer un lien direct avec le consommateur, parce que il y a une attente folle, il y a une attente formidable qu'on ne connaissait pas. Moi, ça fait presque 30 ans que j'exploite, que je fais de la vente directe, que je vends à la distribution. Et cette attente, elle est de plus en plus forte. C'est fantastique. Réunis, près d'une trentaine de producteurs ont racheté un ancien supermarché, l'ont réaménagé et en s'emparant des méthodes de vente de la grande distribution, offrent aux clients dans un même lieu une diversité de produits locaux, le lien direct en prime. Quand on rentre chez nous, le consommateur, il sait qui fabrique, qui crée le produit agricole, que ce soit mes choux, ceux-là ou ceux-là, par exemple. Voilà, c'est moi qui les ai faits. Quand on est en permanence ici, donc une fois par semaine, on est en permanence. Et donc on est soit à la caisse, soit dans notre îlot, soit en train de faire de la viande. Donc on a un échange direct avec le consommateur et donc avec les clients. Et les clients aujourd'hui, le consommateur de façon générale, ils sont friands d'informations. Un an après le lancement, ils sont désormais 42 producteurs à vendre leurs produits dans ce supermarché pas comme les autres. En se passant d'intermédiaires, ils fixent leur prix très proche de ceux en grande surface et se rémunèrent donc un peu mieux pour un concept qui a su trouver son public. Le rapprochement avec la clientèle, on sait qu'on consomme local, on aide l'économie locale, on aide les agriculteurs. Et aujourd'hui, c'est important. Un pari que Denis Digel espère voir prospérer aux 4 coins de France pour un lien direct entre producteurs et consommateurs et pour une meilleure rémunération des agriculteurs français. Voilà, de retour en plateau, toujours en direct sur Public Sénat, au cœur de ce 55e Salon international de l'agriculture. On parle de cette guerre des prix qui fait rage entre producteurs, transformateurs et distributeurs. Philippe Chalmin, vous qui représentez l'Observatoire des prix et des marges, de quels moyens disposez-vous justement pour plus de transparence et d'information aux consommateurs ? La publication chaque année de notre rapport au Parlement, qui est devenu un pavé relativement important, donne, je dirais, une quasi-totale transparence des prix du champ à l'assiette. Donc nous ne pouvons que constater comment évoluent les prix, sachant bien entendu qu'il faut intégrer à chaque stade la différence entre un prix agricole, un prix industriel, un prix au consommateur, la différence d'une marge brute. Ensuite, il faut faire le calcul de tous les coûts de revient, etc. Et on arrive à la marge nette. Une chose d'ailleurs qu'il faut signaler, à l'heure actuelle, c'est vrai que si j'intègre la réalité des coûts de production en agriculture, donc si j'intègre un salaire représentant à peu près 1,5 SMIC par unité de travail humain, ainsi que le coût du capital, pratiquement aujourd'hui, aucun agriculteur ne couvre la réalité de ses coûts de production. Et ça, il faut bien le dire. Il y a un point sur lequel je voulais revenir, parce que j'ai trouvé que c'était assez positif. On a écouté l'interview du directeur des achats de Lidl. Et il a dit, écoutez, moi sur le port, si on me dit que le prix de revient est à 1,40, je serai prêt à acheter à 1,40. Et ça, c'est très important. Parce que je ne crois pas que l'État
puisse en faire plus. Nous avons, monsieur le sénateur, un empilement de réglementations, de législations, etc. On peut toujours en rajouter. Je ne suis pas sûr que ce soit d'une efficacité folle. Ce qui est important, c'est la logique entre les acteurs. Si effectivement, Lidl veut s'engager sur un prix fixe sur 3 ans, mettons à 1,40, sachant pour nos auditeurs que le prix du porc sur le marché, il s'est baladé ces dernières années entre 1,10 et 1,50. Et on peut estimer qu'entre 1,30 et 1,40, un producteur de porc équilibre ses coûts, même si l'aliment a lui-même un prix variable. Mais si Lidl est prêt à s'engager sur ce genre de démarche, si les producteurs de leur côté sont prêts à signer, là on rentre dans une logique contractuelle, et cette logique contractuelle, c'est la seule manière de sortir par le haut de quelque chose sur lequel malheureusement nous ne pouvons rien faire, ni le président de la République, ni aucun d'entre nous, c'est-à-dire l'instabilité des prix. Michel Raison, je voudrais vous entendre aussi sur cet aspect, comment imposer aux industriels, notamment la publication de leurs comptes. On sait que c'est obligatoire depuis la loi Sapin 2. Or, on voit à certaines entreprises, on se souvient de ces auditions à l'Assemblée nationale, qui ne publient pas leurs comptes. Comment on peut savoir la marge qu'ils se font, justement? Alors, c'est un effet extrêmement difficile, mais si c'est obligatoire, c'est à l'État de faire son travail pour faire respecter la réglementation. Là, si elle a besoin d'être légèrement changée, on peut la changer. Contrairement, en effet, à ce qui se passe dans le commerce lui-même, c'est ce que disait Philippe Chalmin, c'est pas l'empilement des lois qui réglera le problème. Je voulais revenir tout petit peu sur la sécurité alimentaire. Notre collègue de radio aujourd'hui nous disait tout à l'heure qu'on était dans des scandales à répétition sur le plan alimentaire. C'est l'inverse. On est tellement arrivé tout proche du zéro défaut que dès qu'il y a un petit problème de côté sanitaire alimentaire, qu'on en fait toute une histoire. Certes, le dossier... Faut pas minimiser Lactalis, Michel Raison, quand même. Ouais, mais c'est quand même important de oui. dire aux consommateurs qui se trouvent ici au salon aujourd'hui qu'on est quasiment au risque zéro en matière de qualité sanitaire. Et qu'en matière de qualité des produits dans son ensemble, on est numéro 1 dans le monde. Donc il faut arrêter de faire peur aux consommateurs. Il y a 20 ans, c'était pas comme ça. Ouais. Donc on est arrivé à un niveau extrêmement fort. On revient peut-être à notre thème de débat. Sur justement, Olivier Andro, l'aspect législatif, il faut aussi modifier les comportements. Comment on peut s'attaquer à la grande distribution qui ne respecte pas toujours ses engagements? Un élément, c'est la transparence, d'abord. Effectivement, Philippe Chalmin nous dit que l'Observatoire des prix et des marges contribue à cette transparence. C'est indubitable. Et on a, par exemple, des chiffres qui sont quand même assez éloquents, aussi bien sur les séries courtes que sur les séries longues. Séries courtes, entre 2013 et 2016, le prix du rôti de porc, la part du prix agricole dans le rôti de porc, il est passé de 45% à 39%. Il a baissé, clairement. La marge de la grande distribution, elle est passée de 33% à 45% dans le même temps. Sur les séries longues, cette fois-ci, le lait demi-écrémé, la brique de lait, entre 2001 et 2016, donc en 15 ans, pour le prix éleveur, il a baissé de 4%. La marge de la grande distribution, elle a doublé. Voilà, donc c'est ça, ces éléments de transparence. Mais nous, on veut aller plus loin. Il est clair que, comme ce qui était dit à l'instant, effectivement, il faut que les grands groupes publient leur marge, qu'ils publient leurs comptes. Et là, actuellement, un élément d'opacité qui fait défaut, justement, pour voir qui se comporte moins bien ou de manière plus transparente vis-à-vis aussi bien des consommateurs que des éleveurs, c'est d'arriver à connaître le niveau de marge par entreprise, niveau de marge par enseigne. Ouais. Vous souhaitez dire Thierry Roquefeuille? Ça, Olivier Andro, simplement, je vous rappelle, puisque vous êtes membre du comité de pilotage de l'Observatoire, nous avons un engagement de secret, nous donnons des chiffres moyens et il n'est pas possible, alors là, vraiment, d'un point de vue déontologique, de donner des niveaux de marge par entreprise ou par enseigne. Et donc, alors, on fait comment? Nous avons, vous le savez, les niveaux de marge net moyens des rayons de la grande distribution. Et ça, vous participez à ces travaux, donc vous le savez. Mais j'ai quand même un engagement. À partir du moment où j'ai des gens qui me fournissent leurs données, j'ai un engagement de confidentialité. C'est l'engagement de départ. Et de secret statistique auquel tout agent public est... S'il vous plaît, messieurs. Thierry Roquefeuille. Je pense que tout ce qui est dit là est indispensable, mais enfin, il y a un constat aussi qui est fait, et les États généraux nous ont permis de le faire, c'est que l'Observatoire des prix des marges, qui effectivement constatait ce qui se passait sur les relations commerciales, n'était plus suffisant, et c'est-à-dire que le souci des États généraux, c'était et le président Macron ou le ministre de l'Agriculture me l'ont dit à maintes reprises, le souci des États généraux, c'est redonner un revenu aux producteurs.
Donc restons sur cette base et évitons de redévier sur l'ancien monde qui était celui de l'Observatoire va nous régler tous les problèmes. Non, l'Observatoire, il observe ce qui s'est passé. Nous sommes là en train de dire il faut changer ce monde-là et redonner de nouvelles règles du jeu, parce que les règles du jeu que nous avons connues ne sont pas suffisantes. Donc si on repart sur les vieux débats, les anciens démons, on va retrouver les vieux débats et les démons qui seront toujours les mêmes. Donc nous, à l'interprofession laitière, nous avons décidé de remettre tout le monde autour de la table, justement pour que cette transparence nous permette à la fois aux industriels, à la fois aux distributeurs, mais aussi aux consommateurs, de se dire quels sont les enjeux que nous avons. Et l'enjeu premier de la filière laitière, c'est de maintenir des producteurs sur l'ensemble des territoires pour garder la diversité de nos produits. Et ces produits-là, ce sont aussi pour 40% ce que nous exportons. Donc l'enjeu aussi, c'est de maintenir une dynamique laitière pour nos consommateurs et à l'exportation. Donc je crois que l'économie française a besoin de cette dynamique, mais à condition que nous ayons un revenu pour les producteurs, parce que nous producteurs, et moi je suis producteur aussi, nous maintiendrons cette dynamique au niveau de l'interprofession uniquement si nous retrouvons un revenu. Alors, avant de poursuivre, peut-être Michel Prug, une réaction rapide et ensuite, allez-y. Oui, quand je partage l'analyse de Thierry Roquefeuille qui représente les producteurs de lait, on ne peut pas demander à la loi, on ne peut pas demander au pouvoir public de tout régler à la place des opérateurs économiques. La relation qu'on doit avoir avec le consommateur doit se faire les yeux dans les yeux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander des choses quand l'acte d'achat n'est pas au rendez-vous. Quelquefois, il faut un peu de temps. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas impulser. Dans les relations commerciales, ce qu'il faut rétablir, c'est le rapport de force entre fournisseurs et clients. Nous demandons qu'il y ait une renégociation automatique des prix quand il y a des fluctuations de prix agricoles. On n'est pas sur le seuil de revente à perte, on est quand le prix des céréales monte à travers la planète, que cela se répercute chez un agriculteur dans les prix de production de son porc, de sa volaille, de ses bovins. Il faut que mécaniquement, on ait une obligation de renégociation avec nos clients. Peut-être que l'on n'arrivera pas à bonne fin, peut-être qu'il faudra rompre le contrat, mais au moins qu'on rétablisse cet équilibre. Deuxièmement, nous sommes régulés par des lois et un cadre réglementaire. Nous demandons, et c'est prévu dans le projet de loi des EGA, nous demandons à ce que la classification de toutes les règles qui s'appliquent à nous soit plus lisible et soit moins interprétable par les tribunaux. Il faut qu'on ait de la sécurité juridique et de la visibilité économique. À partir de là, le débat ou le faux débat que l'on veut mettre entre le consommateur et le producteur, il n'a pas lieu d'être, parce qu'on va s'adapter à cette demande du consommateur et on pourra construire le revenu des agriculteurs. On va retrouver à présent Tam Tranui qui est avec Yves de la Fouchardière. C'est le Saveria Rojek, c'est le directeur des poulets de Loué. Bonjour Yves de la Fouchardière, merci de répondre à nos questions. Vous avez samedi offert une poule au chef de l'État Emmanuel Macron. Comment jugez-vous l'accueil qu'a reçu Emmanuel Macron sur ce salon? Comment jugez-vous ce qu'il propose justement aux éleveurs et aux distributeurs? En fait, pour ce que j'ai vu de l'accueil, c'était ma partie à moi. C'était un moment très calme et très serein. Il a pris beaucoup de temps, j'ai trouvé, pour échanger avec les personnes avant mon stand et sur mon stand. Donc il y avait une vraie grosse volonté d'écoute qui est intéressante. Moi, je fais le salon d'agriculture depuis 20 ans. J'ai vu passer tous les chefs d'État et c'est vrai que je trouve que cette écoute est agréable. La grande distribution, elle est souvent mise sur la sellette, souvent critiquée, accusée d'essorer bien sûr les producteurs, de faire payer les consommateurs. Comment faire en sorte que les Français payent le juste prix de leur alimentation ? Alors nous, on est un peu à part à Loué, puisqu'on est dans une filière qui déjà régule sa production, on n'a jamais d'excédent, donc on travaille en coopérative et on amène une production de qualité. Loué, c'est des poulets label rouge, c'est des œufs label rouge, c'est des poulets bio, c'est des œufs biologiques. Donc on est déjà dans une catégorie de production qui n'est pas concurrencée par l'importation. Donc en fait, cette question qui est posée, qui est fondamentale dans les états généraux de l'alimentation, ne nous concerne pas directement, mais va concerner les agriculteurs de nos départements. Et donc cette question de la juste rémunération des agriculteurs est une question énorme, très compliqué et pour lequel l'arbitre terminal sera toujours le consommateur. Donc le consommateur décidera en fin de compte s'il est prêt à payer plus cher ou non. Mais quand on voit justement en France qu'un agriculteur sur 3, 1 sur 3 gagne moins de 350 € par mois, est-ce que vous vous sentez en partie responsable? Alors nous, pas du tout.
Ah, nous, absolument pas, puisque les fermiers de louer ne gagnent pas 350 € par mois, ils gagnent mieux leur vie que ça, évidemment. Autrement, ça ne servirait à rien de se donner autant de peine pour élever les volailles différemment si on n'était pas capable de trouver une rémunération meilleure. Donc la rémunération est meilleure et elle est constante. Il n'y a jamais de crise dans notre filière. On n'a jamais connu depuis 60 ans, on a 60 ans cette année, une année où on a eu une crise et sur laquelle les producteurs n'ont pas gagné leur vie. Mais le monde agricole qui nous entoure, en effet, connaît des difficultés très importantes. Je vois des agriculteurs dans mon département de la Sarthe qui déposent le bilan. Alors ils n'ont pas de volaille de louer, mais ils déposent le bilan parce qu'ils n'y arrivent plus et qu'ils n'arrivent pas à couvrir leurs charges. Il y a un vrai problème en effet. Le gouvernement a présenté un projet de loi sur l'alimentation qui est destiné justement à mieux rémunérer les producteurs, à les aider dans leurs négociations avec les distributeurs. Est-ce que ça, c'est la bonne méthode ? En tout cas, ça fait 3 ans que la crise est très grave, que la mondialisation des cours, que ce soit pour les céréales ou pour le lait, à un moment donné, pose d'énormes problèmes à une agriculture française qui est sans doute pas assez compétitive aujourd'hui et pas toujours très bien organisée. Et donc le problème, il n'a pas été réglé les 3 dernières années. Il le sera peut-être réglé au cours des 3 prochaines années. Le volontarisme, en tout cas, est clair à ce niveau-là. Maintenant, on va voir les marqueurs. C'est dans les prochains mois qu'on va voir réellement comment les choses fonctionnent et si on arrive vraiment à faire évoluer les choses de manière significative. Mais il était content de le faire. Il était vraiment content de le faire. Très bien, le message est passé. Merci beaucoup, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, Saveria. On arrive à la conclusion de ce débat. Pierre Priolet, on a commencé avec cette question. Est-ce que cette nouvelle loi issue des États généraux de l'alimentation va permettre une rémunération juste des agriculteurs ? Est-ce que vous faites confiance au gouvernement, après tout ce qui a été dit? C'est pas une histoire de faire confiance ou pas. Je pense que c'est à chacun d'entre nous de se mettre au travail. Avec mes associés, on a créé un circuit court qui s'appelle C'est Juste Paris, dans lequel on indique sur toutes nos étiquettes l'agriculteur, où il cultive, le prix auquel il est payé et le prix auquel on vend. Et si la grande distribution avait le courage de mettre le prix payé à l'agriculteur sur toutes ces étiquettes, on ne serait pas là à discuter. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, si vous voulez, il faut non seulement dire ce qu'il faudrait faire, l'important c'est de le faire. Et aujourd'hui je m'aperçois quand même, on a 18 points de vente sur Paris, 2 magasins, les clients sont très intéressés, ils voient que la moitié de ce qu'ils payent va à l'agriculteur. Et je crois que quelque part, plutôt que de parler, on doit se mettre au travail, reconquérir le consommateur, lui dire ces agriculteurs sont identifiables, ils travaillent très bien. Je crois qu'en France, j'ai une énorme confiance dans l'agriculture française parce que on va relever le défi de la qualité et on va relever la dignité, enfin, de notre métier, qui est celui de nourrir les autres. Le message est passé, Pierre Priolet. Philippe Chalmin, comment on sort de cette guerre des prix? Écoutez, il n'y a pas une solution, il y a autant de solutions qu'il y a presque d'exploitation. Monsieur Priolet vient de donner une piste qui est celle du circuit court. C'est évident que pour des agriculteurs en zone périurbaine, c'est là une bonne solution. Le bio est une autre solution, l'appellation géographique est une autre solution. Alors maintenant, il y a aussi tous ceux qui vont produire des produits beaucoup plus indifférenciés, qui font quand même le fond de la production agricole française, ce qui part à l'exportation, et c'est là que se pose la vérité des problèmes, c'est là que... malheureusement, il n'y a plus grand-chose à attendre de Bruxelles, si ce n'est des aides directes pour financer tout ce que fait l'agriculteur en plus dans la nature, etc. Mais c'est là où moi je rêve peut-être un peu d'arriver à des logiques de contractualisation de manière... Peut-être pas à donner la justice des prix à l'agriculteur, mais au moins de lui donner de la visibilité à l'avenir. Oui, Michel Raison, vous soutiendrez le projet de loi. Michel Raison, vous soutiendrez le projet de loi issu des États généraux de l'alimentation. Je vais essayer. Moi, ma nature, c'est d'être optimiste. Mais je ne crois évidemment pas qu'une loi, parce qu'on en a fait beaucoup, va régler tous les problèmes des agriculteurs. Ce serait leur mentir que de leur dire ça. On va essayer, en tant que législateur, si tant est que le gouvernement nous écoute un peu, de faire un certain nombre d'amendements pour au moins, de façon modeste, régler un certain nombre de problèmes. On n'a pas parlé des charges, on a la fiscalité à adapter, on a les systèmes assurantiels. On va essayer modestement d'apporter un certain nombre de plus. Mais on ne réglera pas tous les problèmes. Sur les revenus. Le mot de la fin avec vous, peut-être Thierry Roquefeuille. Vous attendez beaucoup, vous aussi, de cette nouvelle loi? Ça va vraiment changer la donne? Oui, moi j'entends que la loi, je pense que
Moi aussi, je vais être très positif et j'attends de la loi, surtout que dans l'esprit de Rungis et du président de la République, on arrive à concrétiser, peut-être pas tout, mais qu'il y ait une dynamique qui soit donnée. Cette dynamique, elle sera avant tout pour redonner du revenu aux producteurs et pour construire des filières dans la durée. C'est pas uniquement les négos commerciales de cette semaine qui sont importantes, c'est les 10 ans à venir pour la filière laitière. Eh bien, merci pour votre témoignage. Merci à tous les 6 d'avoir participé à cette émission. Je vous retrouve à 16h30 pour une nouvelle édition en direct du Salon de l'Agriculture. À tout à l'heure. Ce soir, à 22h, on va plus loin. Une heure avec Rebecca Fitoussi et ses invités pour revenir sur l'actualité du jour. Quelle est l'idée générale qui ressort de ces témoignages? Suivi à 22h45 de l'épreuve de vérité. Michel Grossior reçoit Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, au Salon de l'Agriculture. Bonne soirée sur Public Sénat. Public Sénat vous propose de suivre les grands moments du Salon de l'Agriculture. Aujourd'hui, en direct à 16h30, retrouvez Delphine Girard et ses invités avec l'émission Salon ouvert. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Salon ouvert, aujourd'hui, en direct à 16h30 sur Public Sénat. Public